Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les Centrafricaines se mobilisent pour la paix. Une marche pour la paix a en effet eu lieu ce 10 décembre à Bangui, l'occasion pour les femmes de réclamer des élections équitables et transparentes à l'approche des scrutins du 27 décembre 2020. Avec l'accord historique signé début octobre 2020 mettant fin à 17 ans de conflit, le Soudan s'est engagé dans un processus de paix. Les autorités soudanaises de transition réclament désormais la levée des sanctions internationales en vue de garantir l'installation d'une paix durable dans le pays. Et puis, au Tchad, la foire des startups a eu lieu ces 11 et 12 décembre à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, une première édition qui était destinée à accroître la pénétration du marché par les startups tchadiennes à travers leur exposition aux potentiels clients. Mais tout d'abord, ce samedi 12 décembre, la campagne électorale présidentielle et législative a officiellement été lancée en Centrafrique. 17 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel du 27 décembre, parmi lesquels le président sortant Faustin Archange Touadéra. Une campagne qui démarre alors que vendredi 11 décembre, le cadre de concertation souhaitait voir l'ensemble des candidats signer une charte de bonne conduite, ce qui ne s'est pas fait faute de participants. Une partie de l'opposition appelle toujours à une concertation nationale. La Centrafrique, où à quelques semaines du double scrutin électoral, les femmes se mobilisent. Une marche pour la paix a été organisée ce 10 décembre à Bangui pour marquer la fin de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Un événement au cours duquel elles ont réclamé une élection à la fois crédible, apaisée et transparente. Kamesh Katapoulé. Promouvoir la paix et la non-violence, c'était l'ordre du jour d'une marche organisée ce 10 décembre à Bangui à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, un événement qui a regroupé plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Mais ce sont surtout les femmes qui se sont exprimées durant cette marche. Elle intervient à quelques semaines des élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre 2020. Nous avons marché ce matin pour la paix et la non-violence à l'égard des femmes et pour une élection crédible, apaisée et transparente dans notre pays. Au fur et à mesure que se rapproche ce double scrutin électoral, les incertitudes demeurent quant à son déroulement. Hantée par plusieurs guerres civiles consécutives, la Centrafrique peine à oublier ces violences qui ont fait depuis le renversement de l'ancien président François Bozizé en mars 2013 des milliers de morts et de blessés selon Médecins sans frontières. Si les Nations Unies ont constaté une baisse nette des violences depuis l'accord de paix promulgué en 2019, les violations persistent. Les 2/3 du territoire centrafricain sont toujours sous le contrôle des groupes armés, estime MSF. Nous sommes à la période électorale et pendant cette période très sensible, nous voyons déjà des ingrédients d'une crise qui se présente. Et donc les femmes se sont mobilisées et ont décidé d'organiser cette marche pour faire entendre leur voix, pour dire qu'elles n'ont pas besoin encore de connaître des crises pendant cette période électorale. Et donc, elles avaient des messages à faire passer à tous les acteurs politiques de notre pays. La marche pour la paix a été soutenue par ONU Femmes et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Elle visait également à marquer la fin de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le Soudan n'est plus sous embargo américain depuis 2017, mais il figure toujours sur la liste américaine des pays finançant le terrorisme, ce qui se traduit par certaines restrictions à ses échanges extérieurs, notamment en ce qui concerne les transferts bancaires en dollars. Le gouvernement soudanais de transition réclame aujourd'hui la levée de ces restrictions qui ont un impact sur ses ambitions de développement économique. Gladys Mwamba. Le processus de paix est en cours dans la région du Darfour, mais les sanctions internationales contre le Soudan restent maintenues malgré l'accord de paix historique de Juba signé en octobre 2020 qui a mis fin à 17 ans de conflit. L'embargo économique a été levé en 2017, cependant 3 sanctions majeures demeurent. L'embargo sur les armes,
l'interdiction de voyager et le gel des avoirs à l'encontre de certaines personnalités soudanaises. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer que le régime de sanctions a été établi dans le seul but d'aider à ramener la paix au Darfour. Il ne s'agit pas de punir le Soudan, mais de soutenir la réalisation d'une paix durable. Le comité 1591 réaffirme son engagement de travailler avec le Soudan et toutes les parties prenantes concernées pour en faire une réalité. Ces sanctions se traduisent par certaines restrictions des échanges extérieurs. Or, pour le pouvoir de Khartoum, le rétablissement d'une paix durable au Darfour passe indéniablement par la stabilité économique. Les autorités soudanaises réclament donc la levée de toutes sanctions afin de pouvoir faire face à la crise économique qui sévit dans le pays, ainsi qu'à l'inflation incontrôlée qui a atteint 170% en un an. La situation sur le terrain et l'arrangement mis en place par le gouvernement de transition pour instaurer la paix et la stabilité au Darfour sont de nature à inciter le Conseil à mettre fin aux sanctions. Ces arrangements comprennent, mais sans s'y limiter, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de protection des civils et la conclusion de l'accord de paix de Djouba. Pour les autorités soudanaises, la levée des sanctions permettrait également au gouvernement de reconstruire les capacités des forces de sécurité pour préserver et renforcer la paix au Darfour et au-delà. Pour rappel, la MINUAD, la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, a annoncé son retrait à la fin de son mandat actuel, soit le 31 décembre 2020. Dans l'actualité également, après 21 ans d'activité dans le pays, le bureau spécial de l'ONU en Guinée-Bissau a fermé ses portes. Fermeture actée ce 11 décembre 2020, alors que le sort de l'ex-premier ministre Aristide Gomez, réfugié depuis 8 mois dans ses locaux, n'est pas encore réglé. Aristide Gomez, qui dit craindre pour sa sécurité depuis l'accession au pouvoir du président Umaro Sissoko Embalo au début de cette année, souhaite une intervention de la communauté internationale pour l'aider à quitter le pays. La représentante du secrétaire général des Nations Unies à Bissau, Rosine Koulibaly, a déclaré que des discussions sur la situation de l'ancien Premier ministre Aristide Gomez étaient en cours, sans donner plus de détails. Vers la création de 83 000 emplois à l'horizon 2021 en Angola. Un objectif ambitieux basé sur le plan d'action pour la promotion de l'employabilité. Les autorités angolaises entendent ainsi promouvoir l'entrepreneuriat jeune dans les domaines technico-professionnels et de la gestion des petites entreprises. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Dans le cadre du plan d'action pour la promotion de l'employabilité, les autorités angolaises envisagent de créer 83 000 emplois d'ici 2021. Selon le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, la stratégie mise en place présente un modèle d'employabilité avec des normes de qualité internationalement reconnues. Dans les détails, ce plan d'action vise à promouvoir l'entrepreneuriat jeune dans les domaines technico-professionnels et de la gestion des petites entreprises et contribuer au processus de promotion de l'inclusion financière, fiscale et sociale des jeunes. Je pense qu'il s'agit là aujourd'hui d'une conséquence qui est recherchée pour un des maillons de la diversification de l'économie, parce que l'Angola amène des réformes au niveau de l'assainissement des finances publiques à l'aide des réformes dans l'administration fiscale. L'Angola entreprend aussi depuis quelques années une exécution plus adéquate de son programme de diversification économique et l'Angola se veut également embarquer dans une gouvernance plus performante en matière de gestion des ressources naturelles et de réforme des entreprises publiques. Selon la Banque africaine de développement, le taux de chômage dans le pays était estimé à 28% en 2019. Une situation résultant de la crise économique, financière et de change que traverse le pays depuis fin 2014 en raison de la baisse du prix du pétrole sur le marché international. Un état exacerbé par les effets de la pandémie de la Covid-19.
Je pense qu'il faut être vraiment objectif et tenir compte de tous les paramètres qui ont entraîné un grand ralentissement de la croissance internationale aujourd'hui et se dire que ce n'est certainement pas en l'espace d'une année qu'il y aura la possibilité pour une économie comme l'économie angolaise qui, malgré les réformes, reste quand même dépendante d'un certain nombre de secteurs et n'a pas encore connu une transformation structurelle véritable. Donc elle est en phase de décollage, elle est en phase de diversification, mais il me semble difficile d'imaginer qu'en un an, il puisse y avoir aujourd'hui près de 83 000 emplois décents créés dans le pays dans le contexte post-Covid. Soulignons que cette ambition du gouvernement angolais de créer 83 000 emplois d'ici 2021 intervient 3 ans après que le président João Lourenço ait promis lors de sa campagne électorale pour les élections de 2017 de créer 500 000 nouveaux emplois d'ici la fin de la législature en 2022. Les défis du sous-développement et du chômage des jeunes constituent une urgence pour le Tchad. Selon les statistiques, le taux de pauvreté est situé à plus de 46% et le taux de chômage des jeunes diplômés est passé de 42 à 60% entre 2015 et 2017. Dans le but d'y remédier, les jeunes entrepreneurs tchadiens ont organisé ces 11 et 12 décembre 2020 à N'Djamena la première édition de la foire Startup Tchad. Durant 2 jours environ, 59 startups étaient à la rencontre du grand public. Une foire qui avait pour objectif de faciliter la pénétration du marché par les jeunes entrepreneurs et les faire sortir ainsi de l'informel. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marine Tolo. Au Tchad, malgré l'existence des législations pour promouvoir le secteur privé, l'environnement des affaires demeure précaire pour les jeunes startups. 2 entreprises sur 3 ferment leurs portes seulement après une année d'activité. Pour contribuer à lutter contre cette précarité, l'initiative Job Booster Tchad et ses partenaires ont organisé du 11 au 12 décembre 2020 à N'Djamena la première édition de la foire Startups Tchad découverte pour faire la visibilité des jeunes entreprises. C'est dans le but et l'ambition d'accroître la pénétration du marché tchadien par ces startups à travers leur exposition aux potentiels clients et consommateurs locaux que nous organisons cette première édition de la foire d'exposition Startup Tchad découverte. Cette foire est une opportunité pour le grand public ndjaménois et plus particulièrement les consommateurs de découvrir les profondeurs des innovations portées par les startups tchadiennes et au-delà de devenir les clients pour ces jeunes startups qui ont la capacité de nous proposer des alternatives efficaces et efficientes aux produits et services importés. Cette foire d'exposition des innovations tchadiennes permet aux jeunes startups ayant des moyens limités d'accroître leur pénétration dans les marchés locaux et de nouer des partenariats stratégiques avec des firmes au niveau national. Une initiative saluée par les autorités et les jeunes entrepreneurs qui estiment que ce genre de rencontre doit être pérennisé. Je suis Madina, la fondatrice de Caridari, une start-up qui fabrique des produits cosmétiques 100% naturels à base de produits locaux du terroir. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être dans la foire Startup Tchad découverte. C'est un réel plaisir pour moi, surtout en termes de communication sur nos différents produits et services, mais surtout en termes d'échanges directs B2B avec les investisseurs. Selon les dernières statistiques, le taux de pauvreté est situé à plus de 46% et le taux de chômage des jeunes diplômés est passé de 42% à 60% entre 2015 et 2017. Pour atténuer ce phénomène, l'initiative comme Job Booster Tchad encourage la promotion de l'auto-emploi dans les secteurs périns comme l'agriculture et l'élevage. Au Cameroun, la centrale hydroélectrique de Mékine, située dans le sud du pays, va reprendre ses activités dès 2021. Cette infrastructure de 15 MW qui alimente 8 communes est à l'arrêt depuis 1 an à cause notamment de difficultés techniques, environnementales et administratives. Le point avec Joël Ballot.
La centrale hydroélectrique de Mekine au sud du Cameroun devrait reprendre ses activités d'ici janvier 2021. Cette infrastructure énergétique d'une capacité de production de 15 MW destinée à alimenter en électricité les 8 communes du département du Dja-et-Lobo est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Cette cessation d'activité est due notamment à une panne de la bobine de point neutre de la centrale et la non-finalisation des contrats commerciaux et juridiques avec les autres acteurs du secteur hydroélectrique. La société du projet Hydromekim a procédé au remplacement de la bobine du point neutre de la centrale et les essais techniques sont en cours pour une mise en service commerciale prévue en janvier 2021. Financée à près de 25 milliards de francs CFA par la Chine, la centrale de Mekine est constituée d'une ligne d'évacuation d'énergie de 110 kV devant acheminer l'énergie produite sur le réseau interconnecté sud. Le barrage de Mekine a un but de produire l'électricité en vue de désenclaver une zone rurale précise. Ce barrage aura une très grande valeur pour relancer non seulement la consommation des ménages, mais aussi l'industrie dans la région visée proche du Dja-et-Lobo. L'infrastructure de transport doit être adéquate pour éviter les pertes en énergie électrique. Rappelons que la remise en activité de cette infrastructure entre dans le cadre des projets défendus par Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, lors de la présentation du plan d'action 2021 de son ministère devant la Commission des finances et de budget de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.